Et si je vous disais que votre jus d'orange matinal n'est pas un cocktail de vitamines, mais une autoroute directe vers des problèmes de glycémie, et que ces barres de céréales fitness tant vantées ont une composition qui n'a presque rien à envier aux tablettes de chocolat classique, pendant des décennies, la publicité a tissé autour de nous un confortable monde d'illusions sur la santé, un monde où la solution à tous nos problèmes se trouve dans un bel emballage. Aujourd'hui, nous allons prendre notre marteau et pulvériser 50 des mythes les plus tenaces que les spécialistes du marketing nous ont martelés dans la tête. Préparez-vous à être surpris, car après cette vidéo, vous ne regarderez plus les rayons des supermarchés de la même manière. Et je vous le promets, votre porte-monnaie et votre corps vous remercieront. Mais avant de commencer, comprenons d'où viennent réellement ces mythes. Ce n'est pas un complot mondial orchestré par de grandes entreprises maléfiques qui veulent nous rendre malades. C'est beaucoup plus simple et bien plus prosaïque. Les marketeurs ont besoin de vous vendre un produit, et pour cela, ils ont besoin d'une histoire simple et facile à comprendre. Mangez ce yaourt et votre immunité sera renforcée. Utilisez ce dentifrice et vos dents seront des perles. La vérité est toujours plus complexe et demande des efforts. Le mythe, lui, propose une solution de facilité. Il tape dans nos peurs et nos désirs, le désir d'être en bonne santé, beau, plein d'énergie, et nous tombons dans le panneau encore et encore. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à déceler ces pièges. C'est parti pour notre démolition des mythes. Commençons par terrasser le premier mythe, celui qui prétend que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ne manquez pas le petit déjeuner pour relancer votre métabolisme. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Cette idée a été massivement véhiculée par les fabricants de céréales, notamment la société Kellogg's au début du XXe siècle. Pour écouler leurs produits, ils ont littéralement créé un culte autour de cette première prise alimentaire. En réalité, les recherches contemporaines démontrent que le moment où l'on mange importe moins que la qualité de l'alimentation et l'apport calorique total sur la journée. Mieux encore, pour beaucoup de personnes, le fait de sauter le petit déjeuner, ce que l'on nomme le jeûne intermittent, permet de mieux réguler l'appétit et de contrôler son poids. Il n'existe aucune preuve scientifique que l'omission du petit déjeuner ralentit le métabolisme ou soit néfaste pour la santé. Par conséquent, si vous n'avez pas faim au réveil, inutile de vous forcer à avaler quoi que ce soit. Écoutez votre organisme, pas une publicité vieille de 100 ans. Visualisez une ancienne affiche publicitaire de Kellogg's qui se transforme, tout en douceur, en un graphique scientifique démontrant l'absence totale de lien entre le petit déjeuner et la vitesse de notre métabolisme. Le mythe suivant, qui nous pousse à trimballer constamment une bouteille d'eau, est celui des 8 verres par jour. Ce chiffre, qui représente environ 2 litres, circule d'article en article. Mais d'où vient-il? Il n'y a pas de justification scientifique claire derrière cette recommandation. Il s'agit très probablement d'une estimation grossière et très moyenne. Nos besoins en hydratation sont individuels et dépendent de notre poids, de notre niveau d'activité, du climat et d'une multitude d'autres facteurs. De plus, l'eau ne provient pas uniquement des boissons. Une partie significative se trouve dans notre alimentation, dans les soupes, les fruits et les légumes. Notre corps nous envoie lui-même un signal lorsqu'il a besoin d'eau, c'est la sensation de soif. Bien sûr, boire suffisamment de liquide est essentiel, mais il ne faut pas que cela devienne une obsession, ni se forcer à s'hydrater en ignorant les signaux de son propre corps. Imaginez quelqu'un qui peine à avaler son 8e verre d'eau, alors qu'à côté, il y a une pastèque juteuse sur son assiette, composée à 90% d'eau. Et on passe maintenant au mythe préféré des régimes des années 90, celui des produits sans matière grasse. Lorsque les lipides ont été désignés comme l'ennemi numéro 1 de la silhouette, les rayons des magasins se sont remplis de produits estampillés 0% de graisse, yaourts, fromage frais, biscuits, c'était censé être la solution miracle. Mais il y a un problème. Quand on retire la matière grasse d'un produit, celui-ci perd son goût et sa texture. Et comment les fabricants compensent-ils cette perte? Exactement, avec du sucre, de l'amidon, des épaississants et des arômes. Au final, ce type de yaourt diététique peut contenir bien plus de sucre qu'un yaourt classique.
Vous évitez les graisses, mais vous recevez une dose massive de glucides rapides, ce qui provoque des pics d'insuline et favorise la prise de poids encore plus efficacement. Pourtant, les bonnes graisses sont essentielles à notre organisme pour le bon fonctionnement du cerveau et du système hormonal. C'est pourquoi, au lieu d'un fromage blanc 0% riche en sucre, il vaut mieux consommer une petite portion de produits laitiers à teneur normale en matière grasse. Ce sera à la fois meilleur au goût et meilleur pour la santé. Affichons maintenant à l'écran l'étiquette d'un yaourt allégé, où est soulignée la quantité impressionnante de sucre dans sa composition. Abordons maintenant le sujet très en vogue de la détox. C'est le mythe selon lequel les jus et les smoothies détox nettoieraient l'organisme de ces fameuses scories et toxines. Ça sonne très scientifique et c'est terriblement vendeur, n'est-ce pas? Les scories, les toxines, ce sont des mots utilisés pour nous faire peur et nous vendre une énième boisson miracle. Mais en réalité, notre corps possède son propre système de détoxification, incroyablement efficace. Je parle ici de notre foie et de nos reins. Ils travaillent sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour filtrer le sang et éliminer tous les déchets métaboliques. Aucun jus de céleri ou d'épinard ne peut faire ce travail mieux qu'eux. La plupart des programmes détox ne sont rien d'autre que des régimes très faibles en calories, basés sur des jus, qui vous privent de protéines essentielles et de bonnes graisses. Certes, vous pourriez perdre quelques kilos, mais ce sera principalement de l'eau et de la masse musculaire. Quant aux scories, c'est un terme pseudo-scientifique qui n'a absolument rien à voir avec la physiologie réelle. Donc la meilleure chose à faire pour nettoyer votre corps, c'est simplement de laisser vos reins et votre foie travailler tranquillement et de boire suffisamment d'eau. Visuel, animation, où le foie et les reins apparaissent comme de puissants super-héros, riant d'un petit smoothie détox. Et si on parlait du mythe selon lequel le sucre roux serait meilleur pour la santé que le sucre blanc? On le présente souvent comme une alternative naturelle et saine, il est plus cher, il a cette belle couleur caramel et on le trouve généralement dans les rayons alimentation saine. Mais regardons les faits de plus près. Le sucre roux est, en substance, le même sucre blanc raffiné auquel on a réincorporé un peu de mélasse ou de sirop à la fin du processus de fabrication. C'est uniquement cette mélasse qui lui donne sa couleur et ce léger goût caractéristique. Certes, cette mélasse contient une quantité infime de minéraux, calcium, potassium, fer, mais c'est si peu que, pour obtenir le moindre bénéfice réel, vous devriez consommer une quantité astronomique absolument insensée de sucre. En termes de calories et d'impact sur la glycémie, il n'y a pratiquement aucune différence entre le sucre blanc et le sucre roux. Pour notre corps, c'est la même chose, du saccharose. C'est un exemple frappant de la façon dont le marketing crée l'illusion du mieux à partir de rien. Affichons une infographie comparant la composition du sucre blanc et du sucre roux, montrant qu'ils sont identiques à 97%. Abordons le sujet des vitamines. Il existe un mythe tenace selon lequel nous devrions tous prendre des complexes multivitaminés par simple mesure préventive. La publicité s'évertue à nous convaincre que notre alimentation moderne est appauvrie en nutriments et que la mauvaise qualité de notre environnement nous oblige, pour survivre, à prendre ces pilules en flacons. Il s'agit d'une industrie colossale, générant des milliards de chiffres d'affaires. Or, de nombreuses études cliniques de grande ampleur démontrent que chez la majorité des individus qui ont une alimentation équilibrée et complète, la prise de multivitamines n'offre aucun avantage tangible. Elle ne diminue ni le risque de maladies cardiovasculaires, ni celui de cancer ou d'autres pathologies chroniques. De plus, un excès de certaines vitamines liposolubles, comme les vitamines A et E, peut s'avérer toxique. Les vitamines doivent être prises uniquement sur indication médicale, en cas de carence avérée, et après avoir consulté un professionnel de la santé. La meilleure source de tous les nutriments essentiels demeure une alimentation variée et diversifiée. N'essayez pas de compenser une mauvaise hygiène alimentaire avec une poignée de comprimés. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Imaginons un instant, d'un côté une montagne de fruits et légumes frais, de l'autre un modeste flacon de compléments. La balance, incontestablement, penche en faveur de l'assiette.
Passons maintenant au mythe qui nous fait tant redouter le four à micro-ondes. Il s'agit de l'idée reçue selon laquelle les aliments qui en sortent deviendraient nocifs, radioactifs ou qu'ils perdraient toute leur valeur nutritive. Cette crainte repose sur une méconnaissance totale du fonctionnement de l'appareil. Le micro-ondes utilise des micro-ondes qui sont un rayonnement non ionisant pour faire vibrer les molécules d'eau présentes dans la nourriture, générant ainsi de la chaleur. Ce rayonnement ne rend absolument pas les aliments radioactifs. Quant à la perte de nutriments, toute méthode de cuisson thermique, qu'il s'agisse de bouillir, de frire ou de rôtir, entraîne la destruction partielle des vitamines, surtout les hydrosolubles comme la vitamine C. Or, comme la cuisson au micro-ondes est plus rapide et utilise moins d'eau, les pertes en vitamines sont souvent même inférieures à celles de la cuisson traditionnelle à l'eau. Le four à micro-ondes est donc un appareil de cuisine sûr et pratique, et non une source de radiation ou de nourriture morte. Regardons une animation simple expliquant ce processus. Les ondes font vibrer les molécules d'eau et aucune radiation ne persiste dans l'assiette. Poursuivons notre exploration des mythes alimentaires. Il existe ce mythe tenace selon lequel les œufs augmenteraient le taux de cholestérol sanguin et seraient néfastes pour le cœur. Cette véritable panique du cholestérol a débuté au milieu du XXe siècle, incitant des millions de personnes à bannir les œufs de leur petit déjeuner. Certes, le jaune d'œuf est riche en cholestérol. Cependant, il a été démontré par la suite que le cholestérol que nous absorbons via l'alimentation n'a qu'un impact très limité sur le taux de cholestérol circulant dans notre sang. Notre corps, et principalement notre foie, fabrique lui-même la majeure partie du cholestérol nécessaire. Et lorsque nous consommons des aliments qui en sont riches, le foie réduit tout simplement sa propre production pour maintenir l'équilibre. Ce sont en réalité les graisses saturées et les graisses trans, et non le cholestérol alimentaire, qui exerce une influence bien plus significative sur le taux de mauvais cholestérol. Aujourd'hui, les œufs ont été entièrement réhabilités par la science. Ils constituent une excellente source de protéines de haute qualité, de vitamines et de minéraux essentiels. Vous pouvez donc savourer sans crainte votre omelette ou vos œufs brouillés. Et maintenant, parlons sport. Selon un mythe bien connu, pour maigrir, il faut faire du cardio, et les entraînements de musculation ne servent qu'à prendre de la masse. Ce stéréotype est profondément ancré, surtout chez les femmes qui craignent de devenir trop musclées et de ressembler à des culturistes. Résultat, elles passent des heures sur le tapis de course sans obtenir le résultat espéré. En réalité, la musculation est le meilleur allié pour brûler les graisses. Premièrement, ces exercices brûlent des calories non seulement pendant l'effort, mais aussi après, car votre corps dépense de l'énergie pour la récupération et la réparation musculaire. Deuxièmement, et c'est le point essentiel, la musculation permet de développer votre masse musculaire. Plus vous avez de muscles, plus votre métabolisme de base est élevé. En clair, votre corps brûle plus de calories au repos, même quand vous dormez. Le cardio est excellent pour le cœur, certes, mais pour obtenir un corps tonique et bien dessiné, l'entraînement de force est indispensable. Et non, vous ne prendrez pas trop de volume par accident. Cela nécessite un régime alimentaire et un programme d'entraînement très spécifique. Pour visualiser, comparons deux silhouettes, l'une simplement mince et l'autre tonique et athlétique, avec la légende cardio d'un côté et cardio plus musculation de l'autre. Abordons maintenant un mythe tenace concernant l'hygiène et la propreté, celui selon lequel le savon antibactérien serait plus efficace que le savon classique. Pendant des décennies, le marketing nous a matraqués avec l'idée que nos foyers grouillaient de germes dangereux et que seule une gamme de produits spécifiques, bourrés de triclosan ou d'autres composants antibactériens, pouvait nous en sauver. Nous avons déboursé des sommes importantes pour ces produits, convaincus de leur super efficacité. Or, la Food and Drug Administration américaine, la FDA, a mené des recherches et est arrivée à une conclusion claire. Il n'existe absolument aucune preuve que le savon antibactérien soit plus efficace que le simple usage du savon ordinaire et de l'eau pour prévenir les infections.
Pire encore, l'utilisation massive de ces agents pourrait encourager l'émergence de bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques. C'est pourquoi le triclosan a d'ailleurs été interdit dans les savons aux États-Unis et dans plusieurs autres nations. Le moyen le plus fiable et le plus sûr reste donc simplement de se laver les mains minutieusement avec du savon classique pendant 20 à 30 secondes. Cela suffit amplement. Regardez ces images au microscope. Avant et après un lavage avec du savon ordinaire, tous les germes sont bel et bien éliminés. Parlons du gluten. Le mythe selon lequel un régime sans gluten serait bénéfique pour tout le monde est largement répandu. Sous l'impulsion d'un marketing agressif, l'élimination du gluten est devenue incroyablement tendance. Des rayons entiers de produits sans gluten ont vu le jour, affichés à des prix bien plus élevés que leurs équivalents classiques. Mais clarifions les choses. Qu'est-ce que le gluten? C'est une protéine que l'on trouve dans le blé, le seigle et l'orge. Il représente effectivement un danger pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, une maladie auto-immune qui touche environ 1% de la population. Il existe aussi des personnes souffrant d'hypersensibilité au gluten non cœliaque. Pour ces individus, suivre un régime sans gluten est une véritable nécessité médicale. Cependant, pour toutes les autres personnes en bonne santé, se priver de gluten n'apporte strictement aucun bénéfice. Au contraire, les aliments à grains entiers contenant du gluten sont une source essentielle de fibres, de vitamine B et de fer. En les retirant inutilement de votre alimentation, vous risquez d'appauvrir votre régime. De plus, les substituts sans gluten pour le pain et les pâtisseries contiennent souvent plus de sucre et de matières grasses, ajoutées pour compenser le manque de saveur et de texture. Par conséquent, si vous n'avez aucune indication médicale, il n'y a aucune raison de céder à cet effet de mode. Pour illustrer cela, comparons deux paniers de courses, l'un classique et l'autre sans gluten, afin de visualiser l'énorme écart de prix. Ce mythe, très répandu, nous vient du monde du fitness. L'idée reçue, pour perdre du ventre, il faut faire des abdos. Ça paraît logique, vous voulez un ventre plat, faites des crunchs. C'est d'ailleurs sur cette promesse que reposent toutes les publicités pour les appareils abdominaux et les programmes ventre plat en une semaine. Malheureusement, notre corps ne fonctionne pas de cette façon. La perte de graisse localisée ou la lipolyse locale n'existe tout simplement pas. Il est impossible de forcer votre corps à brûler la graisse sur une seule zone spécifique, que ce soit le ventre, les cuisses ou les bras. Lorsque vous êtes en déficit calorique, c'est-à-dire que vous dépensez plus d'énergie que vous n'en consommez, votre corps commence à puiser dans ses réserves de graisse globale, partout sur le corps. Et l'endroit où la graisse disparaîtra en premier est principalement déterminé par votre génétique. Bien sûr, les exercices abdominaux renforcent les muscles du ventre, ce qui est essentiel pour une bonne posture et la santé du dos. Mais pour voir ces muscles, pour obtenir ce fameux relief ou la tablette de chocolat, vous devez d'abord réduire votre pourcentage global de graisse corporelle. Pour cela, il faut une approche globale, une alimentation équilibrée et des entraînements réguliers qui sollicitent l'ensemble du corps. Animation. Une personne fait des centaines de crunchs, mais la couche de graisse abdominale reste la même. Ensuite, elle adopte une meilleure alimentation et fait des squats, et le ventre diminue visiblement. Cache. Abordons maintenant le sujet des boissons, et plus particulièrement le mythe de la toute-puissance des jus de fruits frais. On nous les vend comme des vitamines liquides, le chemin le plus court vers les bienfaits des fruits. Ce n'est malheureusement qu'une partie du tableau. Lorsque nous pressons un jus, nous extrayons l'intégralité du fructose, le sucre, de plusieurs fruits en même temps, mais nous jetons l'élément le plus précieux, les fibres alimentaires. Ce sont pourtant ces fibres qui permettent de ralentir l'absorption du sucre, qui procurent une sensation de satiété et qui sont essentielles à une bonne digestion. Un verre de jus d'orange représente le sucre de 3 ou 4 oranges absorbées en moins d'une minute. Cet afflux provoque un pic glycémique et insulinique brutal, ce qui constitue une agression majeure pour le pancréas. Au niveau de l'impact sur l'organisme, un verre de jus frais équivaut presque à un verre de soda. Il est infiniment plus bénéfique de consommer une seule orange entière. Vous bénéficierez à la fois des vitamines ET des fibres et votre sensation de satiété sera bien supérieure. Imaginez la centrifugeuse en action.
D'un côté s'écoule le jus, à étiqueter le sucre, et de l'autre sort la pulpe, à étiqueter tous les bénéfices, les fibres. Passons à une autre astuce marketing. Il s'agit du mythe selon lequel le sel de mer serait meilleur pour la santé que le sel de table classique. On le positionne comme un produit naturel, non raffiné et riche en minéraux. Ça sonne très convaincant. Or, en réalité, d'un point de vue chimique, le sel de mer et le sel de table sont tous deux composés à 97 à 99% de chlorure de sodium. Certes, dans le sel marin, grâce à son mode d'obtention, l'évaporation de l'eau, on trouve des traces d'autres minéraux tels que le magnésium, le potassium ou le calcium. Mais leur teneur est tellement infime qu'elle n'a absolument aucun impact sur notre santé. En même temps, le sel de table classique est enrichi en iode dans la plupart des pays. C'est une mesure essentielle pour prévenir les carences en iode. Par conséquent, lorsque vous optez pour le coûteux sel rose de l'Himalaya ou le sel noir d'Hawaï, vous payez pour le marketing, la texture et le goût, mais pas pour un quelconque bénéfice supplémentaire. Du point de vue de l'impact sur la tension artérielle et la santé globale, ce n'est pas le type de sel qui est important, mais la quantité totale que vous consommez. Comparons les cristaux de sel de table et de sel de mer au microscope pour montrer que leur composant de base, le chlorure de sodium, est identique. Parlons de la douleur. Un mythe tenace veut que si vous n'avez pas de courbature après l'entraînement, c'est que la séance n'était pas efficace. Cette idée du « no pain, no gain » est profondément ancrée dans la culture du fitness. Beaucoup recherchent activement cette sensation de douleur musculaire retardée, les fameuses courbatures, les considérant comme le principal indicateur de progression. Pourtant, la douleur musculaire n'est qu'un indicateur de microtraumatisme des fibres musculaires qui surviennent en réaction à un effort inhabituel ou particulièrement intense. À mesure que votre corps s'adapte à l'entraînement, cette douleur diminue et c'est parfaitement normal. Cela ne veut absolument pas dire que vous avez cessé de progresser. L'efficacité réelle de votre entraînement est déterminée par la progression des charges, c'est-à-dire votre capacité, au fil du temps, à soulever plus lourd, à effectuer plus de répétitions ou à réaliser des exercices plus complexes, et non par l'intensité de la douleur ressentie le lendemain. Se focaliser sur la douleur comme indicateur unique, c'est soumettre constamment votre corps à un stress excessif, ce qui mène immanquablement au surentraînement et potentiellement aux blessures. L'athlète épanoui qui bouge facilement après sa séance est en opposition totale avec la personne qui souffre au point de ne plus pouvoir descendre les escaliers. Le mot d'ordre à retenir, la progression n'est pas synonyme de douleur. Abordons maintenant la question des soins personnels. Démystifions d'abord le mythe selon lequel il faudrait se laver les cheveux tous les jours. L'industrie du shampoing pèse des milliards et il est dans l'intérêt des fabricants que nous utilisions leurs produits le plus souvent possible. On nous a conditionnés à penser que le lavage quotidien est un signe de propreté et d'entretien, mais en réalité, pour la majorité des gens, cette fréquence n'est pas seulement inutile, elle peut même s'avérer néfaste. Notre cuir chevelu produit du sébum, une huile naturelle essentielle qui hydrate et protège la fibre capillaire. Un lavage trop fréquent avec des shampoings agressifs élimine cette couche protectrice. En réaction, le cuir chevelu peut se mettre à produire un excès de sébum pour compenser cette sécheresse. C'est un véritable cercle vicieux. Plus vous lavez, plus vite vos cheveux regressent. La fréquence de lavage optimale est purement individuelle. Elle dépend de votre type de cheveux et de votre cuir chevelu. Certaines personnes se sentent à l'aise de le faire tous les 3 ou 4 jours, d'autres tous les 2 jours. Le lavage quotidien n'est nécessaire que dans de très rares cas. Animation, une goutte de sébum protège le cheveu, mais un shampoing agressif la détruit. La glande sébacée, paniquée, se met alors à travailler 2 fois plus vite. Passons maintenant à un mythe très répandu dans le monde de la diététique. L'idée reçue, il ne faut jamais manger après 18 heures si l'on veut perdre du poids. C'est une règle tellement célèbre qu'elle est presque devenue une vérité populaire. La logique semble simple.
Le soir, nous sommes moins actifs et toute la nourriture consommée se transformerait soi-disant directement en graisse. Sauf que notre métabolisme ne fonctionne pas avec une minuterie et ne s'arrête pas net à 18 heures. Il travaille 24 heures sur 24, même pendant notre sommeil. Pour prendre ou perdre du poids, seule la balance calorique globale de la journée compte. Si vous avez créé un déficit calorique durant la journée, même si vous dînez à 20 heures ou 21 heures, vous continuerez à maigrir. Le problème des dîners tardifs ne réside généralement pas dans l'heure, mais plutôt dans la qualité et la quantité de la nourriture. Le soir, fatigués après le travail, les gens ont tendance à faire des excès, choisissant des aliments très caloriques et souvent peu nutritifs. C'est cela, et non pas l'heure affichée, qui entraîne la prise de poids. Un dîner léger et équilibré, pris quelques heures avant de dormir, est parfaitement normal et n'entravera absolument pas votre perte de poids. Visualisons cela avec une balance. D'un côté, le besoin calorique quotidien, de l'autre, tout ce que la personne a consommé dans la journée. La balance restera en équilibre ou en déséquilibre, et ce, quelle que soit l'heure du dernier repas. Faisons le point sur les glucides. Il existe un mythe tenace selon lequel tous les glucides sont mauvais et qu'ils font systématiquement grossir. Les régimes faibles en glucides sont très populaires et les glucides sont devenus le principal ennemi de la minceur. Mais c'est une généralisation dangereuse. Tous les glucides ne se valent pas. Il y a les glucides simples ou rapides, le sucre, la farine blanche et les sucreries. Cela provoque effectivement un pic rapide de glycémie, et en cas d'excès, ils sont facilement stockés sous forme de graisse. Et puis, il y a les glucides complexes, les céréales complètes, les légumineuses et les légumes. Ils contiennent des fibres, sont digérés lentement, procurent une satiété durable, et surtout, ils sont la principale source d'énergie de notre cerveau et de notre corps. Les bannir totalement de votre alimentation est une grave erreur. Cela peut entraîner une fatigue chronique, des problèmes de concentration et une sensation de faim constante. La clé du succès n'est pas de les supprimer complètement, mais de remplacer les glucides simples par les complexes. Au lieu du pain blanc, choisissez le pain complet. Au lieu d'une pâtisserie, prenez un fruit. Au lieu du riz blanc, optez pour le sarrasin ou le quinoa. Imaginons un instant l'écran divisé en deux. D'un côté, les mauvais glucides, bonbons, soda, pain blanc, et de l'autre, les bons glucides, flocons d'avoine, brocolis, lentilles. Passons maintenant à un mythe qui nous donne des sueurs froides. C'est l'idée reçue selon laquelle, plus on transpire pendant l'entraînement, plus on brûle de graisse. Beaucoup de gens enfilent délibérément des vêtements chauds ou même des combinaisons de sudation dans le but d'augmenter la transpiration, croyant ainsi accélérer leur perte de poids. Mais c'est une illusion. La sueur est composée à 99% d'eau avec seulement une petite quantité de sel et d'autres substances. C'est le mécanisme de thermorégulation de notre corps, notre manière de nous refroidir. La quantité de sueur dépend de la température ambiante, de l'humidité, de la génétique et de l'intensité de l'effort, mais elle n'a absolument aucun lien direct avec la quantité de graisse que vous brûlez. Quand vous transpirez beaucoup, vous perdez du poids, certes, mais c'est uniquement du poids d'eau. Dès que vous buvez, ce poids revient immédiatement. La graisse, elle, est brûlée lorsque votre organisme l'utilise comme source d'énergie, et ce processus est complètement invisible. Chercher à transpirer à tout prix peut être dangereux, car cela mène à la déshydratation. Il faut donc s'entraîner avec des vêtements confortables et respirants, tout en buvant suffisamment d'eau. Imaginez, on pèse quelqu'un avant et après une séance très transpirante. Le poids a diminué, mais ensuite, cette personne boit une bouteille d'eau et le poids perdu revient aussitôt à son niveau initial. La preuve est là. Terminons ce marathon en abordant un mythe persistant concernant notre immunité. La vitamine C à haute dose soigne et prévient le rhume. Dès les premiers signes de fatigue ou de maladie, on a le réflexe de se jeter sur l'acide ascorbique ou les comprimés effervescents contenant une dose massive de vitamine C. Cette croyance est née des théories de Linus Pauling, mais les nombreuses études menées depuis n'ont jamais pu confirmer ces affirmations. Oui, la vitamine C est essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire.
Cependant, prendre des mégadoses pendant la maladie n'a pas d'effet thérapeutique significatif. Tout au plus, cela pourrait réduire très légèrement, de quelques heures seulement, la durée totale du rhume sans plus. Quant à la prévention, elle ne fonctionne que chez les personnes soumises à des efforts physiques extrêmes, comme les marathoniens. Pour la personne lambda, la prise régulière de vitamine C ne réduit absolument pas le risque de tomber malade. La meilleure prévention contre le rhume reste une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, une bonne hygiène des mains et la gestion du stress, et certainement pas des kilos d'acide ascorbique. Animation, un petit virus du rhume, l'air triste, passe tranquillement à côté d'une montagne gigantesque de comprimés de vitamine C. Alors, qu'en dites-vous? Entre le yaourt 0%, qui est en réalité bourré de sucre, et cette fameuse transpiration brûle-graisse qui n'est que de l'eau pure, derrière presque tous les conseils santé à la mode, derrière chaque slogan accrocheur, il y a un spécialiste du marketing qui cherche simplement à vous faire ouvrir votre portefeuille. Le principal enseignement à retenir, c'est de ne jamais faire confiance aveuglément. Questionnez l'information, lisez la composition des produits, cherchez les études scientifiques et non les articles publicitaires. Et le plus important, écoutez votre corps, c'est votre meilleur conseiller. Le marketing joue sur nos faiblesses et nos désirs, mais maintenant que vous êtes armé de ces connaissances, vous pouvez jouer selon vos propres règles. Un immense merci d'avoir regardé cette grande révélation jusqu'à la toute fin. Si vous avez appris ne serait-ce qu'un seul mythe auquel vous croyiez auparavant, s'il vous plaît, laissez un j'aime sous cette vidéo. Cela aidera énormément à la faire connaître. Et quel mythe publicitaire sur la santé vous irrite le plus, vous? Écrivez-le dans les commentaires, je serai absolument ravie de lire vos histoires. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles enquêtes. Prenez soin de vous et gardez l'esprit critique.